Alors, je suis venu vous parler un peu de l'œuvre de Cheikh Anta Diop et Awa va nous parler du personnage. Évidemment, on pourrait même faire ça sous la forme d'un dialogue, mais pour ceux et celles qui s'intéressent, Awa aussi a écrit un livre, Cheikh Anta Diop, l'humain derrière le savant, et donc ça va être évidemment beaucoup plus important. Alors moi, je vais essayer de vous expliquer en quelques éléments. Lorsque j'avais votre âge, donc autour de 13-14 ans, je voyais le camarade Cheikh Anta Diop rentrer dans une petite ruelle en face de ma maison. C'était la ruelle de Dr Diallo et il vivait déjà une vie politique depuis plusieurs années et il essayait de mettre sur pied un parti politique qui s'appelait le Rassemblement National Démocratique. Mais derrière cette vie politique, il y avait surtout une vie scientifique. Et cette vie scientifique peut être résumée par une image très simple. Il s'agit d'une génération d'Africains et d'Africaines qui ont vécu la colonisation et à qui on avait inculqué le fait qu'ils étaient en fait inférieurs aux Occidentaux, aux hommes blancs. Et cette colonisation les avait transformés, les avait aliénés. Beaucoup d'entre eux avaient cru à cela. C'était une période où il y avait du racisme. Le racisme, c'est tout simplement l'idée assez saugrenue qu'il y a d'abord des races, donc l'être humain est différent, et que parmi ces races, il y en a qui seraient supérieures et d'autres qui seraient inférieures. Pendant très très longtemps, ces croyances se sont établies. Et on a caché l'origine de la race humaine à ces gens-là, et on a aussi caché l'origine des civilisations, puisque au moment où Cheikh Anta Diop travaille, il y a déjà au moins toute une génération de gens qui essayent comme lui, au moins depuis plus d'un siècle, de dire que tout ce que je viens de vous dire était faux. Mais à cette époque, le système dominant de l'Occident dominait le monde, mais dans une période très récente, parce que cette domination, elle avait peut-être 300, 400 ans, 500 ans, grand maximum. Mais avant cette période, ces Occidentaux eux-mêmes n'étaient pas si puissants, et cette question de la race et des civilisations était perçue et vécue très différemment. Et donc, Cheikh Anta Diop fait partie de ceux qui, non seulement considéraient que cette chose devait être démontrée, qu'il n'y a pas de différentes races, ni de hiérarchie entre races, mais surtout que l'Afrique avait contribué à ce processus qu'on va appeler l'hominisation, de comment l'être humain devient humain, et surtout que l'Afrique avait contribué à faire des civilisations très très avancées, sans laquelle la modernité dans laquelle aujourd'hui on est ne pourrait pas exister. Alors, pour le comprendre, il faut comprendre que les sociétés humaines, dans toutes les sociétés humaines, il y a ce qu'on va appeler l'enchantement. Alors l'enchantement, c'est essayer d'expliquer les choses qui nous paraissent inexplicables. Qu'est-ce qui arrive après la mort? Pourquoi les plantes poussent? Pourquoi il y a des nuages? Qu'est-ce qui fait que la Terre tourne? Etc., etc. Et donc, dans la plupart des sociétés humaines, il y a des conceptions de l'enchantement qui sont créationnistes. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une entité pour créer l'existant. Donc, on a besoin de Dieu, on a besoin de dîner, de demain, etc. Toutes les choses qui sont bizarres lorsqu'on tombe malade. Qu'est-ce qui fait qu'on tombe malade? On ne connaît pas encore les microbes, on ne comprend pas le pourquoi du comment. Et donc, dans la plupart des sociétés humaines, l'enchantement et le discours créationniste vont pendant longtemps donner l'explication de comment l'univers a été créé et comment le monde est advenu. À mesure que le savoir se déroule dans les sociétés, à mesure que les enfants se posent des questions de ce que leurs parents leur ont raconté en termes de superstition, de croyances, le savoir commence à s'élaborer par l'observation, d'abord par ce qu'on appelle l'empiricité, donc le caractère de l'expérience, mais aussi de plus en plus par le remarquable travail de voir qu'il y a une forme d'évolution, une adaptation. Et c'est cette évolution et cette adaptation qui amène les savants à commencer à comprendre que le discours créationniste, qui voulait que l'être humain soit né à partir de l'argile en Palestine et de la terre glaise, était quelque chose qui était faux. Pendant une longue période, les Anglais, par exemple, ils avaient fabriqué un être humain avec une tête d'être humain et une mâchoire d'orang-outan, et ils faisaient croire que les premiers Britanniques étaient les premiers hommes. Et pendant tout ce temps, on a fait croire donc que l'Afrique
étaient constituées de sociétés humaines qui effectivement étaient secondaires et que les autres n'avaient pas du tout participé au même processus d'hominisation. Or, il se trouve que lorsqu'on creuse et qu'on cherche dans la Terre, on trouve ce qu'on appelle des fossiles, donc des ossements qui montrent qu'il y a eu d'autres espèces qui ont existé. Et donc, en creusant, on a découvert évidemment les ossements de ce qu'on pensait qui étaient des monstres ou bien des dinosaures, qui sont donc des ossements, et petit à petit aussi de choses qui ressemblaient à des êtres humains, mais qui n'étaient pas encore des êtres humains, qui sont effectivement nos cousins directs. Et on a commencé à se rendre compte que l'Afrique regorgeait de ces ossements. Et donc l'Afrique est l'endroit où il y en avait la plus grande concentration. Et on s'est rendu compte que l'être humain faisait partie d'un processus d'évolution, c'est-à-dire qu'on a eu comme cousins des gens qui sont aujourd'hui ce qu'on appelle des singes, des gorilles, qui partagent le même stock génétique que nous, c'est-à-dire à 90%, parfois même jusqu'à 99% avec le bonobo. Ça ne va peut-être pas vous faire plaisir, mais ce sont nos cousins directs. Et que donc ce processus d'évolution a amené une première famille qu'on va appeler des hominidés, donc des australopithèques, qui sont les premiers ancêtres, à peu près entre 2 millions jusqu'à à peu près autour de 500 000 ans, où on va avoir des familles de pré-humains qui vont commencer à exister. Donc, les datations, pour pouvoir mesurer cela, passent par des disciplines comme la paléanthropologie, où on va dater ces ossements. Et Cheikh Anta Diop s'est intéressé très tôt à ces processus d'hominisation et de datation, parce qu'il voyait très clairement que l'humanité a bien dû commencer, non pas en Palestine comme on le faisait croire, mais probablement en Afrique. Et donc, il a fait partie des rares Africains qui se sont intéressés à ça. Et petit à petit, on a pu maintenant, avec la science, et surtout après sa mort, démontrer que ce qu'il avait découvert à la suite de Leakey et les autres professeurs était vrai. C'est-à-dire que jusqu'à 200 000 ans, il y avait d'autres pré-humains qui ont existé, qui sont sortis d'Afrique, qui sont allés peupler l'Europe et l'Asie, mais ce ne sont pas encore des humains. Et à partir de 200 000 ans jusqu'à 35 000 ans, il va y avoir de grandes familles qui sont toutes africaines, qui vont habiter en Europe et en Afrique. Donc, à chaque génération, il y en a quelques-uns qui, par exemple, à votre âge, marchent 50 km, s'établissent, leurs descendants font la même chose, et sur des dizaines de milliers d'années, ils ont fini par coloniser une grande partie de l'Asie, une grande partie de l'Europe et une grande partie de l'Afrique. Et donc, c'est ce processus qui montre qu'en réalité, il n'y a qu'une seule race, qui est une race humaine, qu'on appelle en fait l'humanité. Et cette humanité n'a pas de différence. Au début, elle est principalement négroïde. Il n'y a aucune autre espèce humaine que les Africains noirs à peau sombre, qui, par la loi de Gogler, donc qui fait qu'on a la mélanine, qui fait que nous, on supporte le soleil. Comme vous voyez, il y en a quelques-uns encore qui supportent le soleil ici. Mais si c'était des blancs, ils trouveraient ça très dur. C'est cette petite couche que nous avons qui nous permet de supporter les ultraviolets. Et cette société va vivre dans des périodes où il va y avoir des phases de glaciation. Et ce sont ces phases de glaciation qui vont amener petit à petit la colonisation de ces négroïdes de l'Europe. Par exemple, récemment, on a découvert que l'ancêtre des Anglais, en fait, était un homme noir, mais avec des yeux bleus. Ça veut dire que le processus récessif de ses yeux commençait déjà une mutation. Et ce qu'il comprenait, c'est qu'en réalité, l'humanité va, par sélection et adaptation, s'adapter aux différents environnements et commencer à dépigmenter. Ses cheveux vont changer, donc nos cheveux sont crépus parce que le soleil tape tout le temps là-dessus, donc ils ont une forme spiralée. Dans les endroits où il y a de la neige ou de l'eau, les cheveux deviennent de plus en plus longs. Là où il fait très chaud, on a un nez gros comme le mien parce que l'air est chaud. Dans les pays froids, mais le nez est de plus en plus restreint parce que l'air est glacé. Donc on est de plus en plus élancé parce que le soleil vous tape dessus. Et les taches de rousseur sont parties de ces mélanines dans les populations nordiques. Donc ça, c'était au début des intuitions, puis petit à petit, avec les ossements et avec les statuettes qui avaient été découvertes en Europe. Donc on appelle ça des stéatopiges. C'est des femmes africaines avec des grosses fesses. Et ces grosses fesses, c'est une particularité des femmes africaines, très jolies, bien répondues, mais que les Européens n'avaient pas. Et ça avait déjà intrigué l'époque, les Cheikh Anta Diop et les autres, comment ça se faisait que des Européens allaient avoir des statues qui représentent leurs femmes, qui ont pourtant des fesses plates, et alors que les Africaines ont des fesses plus rebondies. Et donc ça faisait partie des nombreuses choses qui prouvaient que l'Europe était colonisée par tout simplement des Africains qui ont vécu là jusqu'à 35 000 ans. Et à partir de 35 000 ans apparaissent les locodermes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les blancs aujourd'hui, d'accord, qui perdent leur pigmentation, etc. Donc les premiers efforts de Cheikh Anta Diop
vont être de faire ces datations, d'abord au carbone 14, qui est donc une technique de déperdition qui permet de pouvoir dater les ossements, mais malheureusement, ça peut pas dater jusqu'à au-dessus de 50 000 ans, et il faut aller chercher d'autres techniques, de la thermoluminescence, la thermoluminescence, par exemple, pour pouvoir trouver et corroborer l'existence de ces ossements. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, l'Afrique a été le berceau de l'humanité, que cette humanité est sortie d'Afrique, a colonisé l'Asie, une partie de l'Océanie, et ensuite descendu dans le sud-est asiatique et retourné vers la Russie, les Balkans et coloniser l'Europe et permettre la sélection et l'adaptation, rentrer par le détroit de Bering au nord de l'Amérique et faire tout le long de la cordillère des Andes toutes les populations qui vont être donc les Amérindiens. Et donc, il n'y a aucune hiérarchie possible, il n'y a qu'une race et c'est la race humaine. Donc, le racisme n'avait aucune raison d'être puisqu'au fond, nous étions tous égaux. Et ça rentrait en conflit, évidemment, avec le discours colonial, avec l'impérialisme qui voulait, évidemment, l'Afrique sans les Africains, l'exploitation de l'Asie et de l'Amérique latine. Donc, il a fait partie des premiers précurseurs qui ont démontré ce qu'on appelle l'arbre phylétique de l'humanité, donc comment l'humanité s'est construite, et ce processus a été corroboré avec la génétique lorsque, dans les milieux des années 90, bien après sa mort, 10 ans après sa mort, on va avoir le scénario out of Africa, ça veut dire le scénario en dehors de l'Afrique, où, par les mitochondries de l'ADN des mères, on peut voir comment les Africaines sont celles qui ont le moins muté dans l'humanité. Ce qui prouve que les premières femmes étaient effectivement africaines et que, par sélection et adaptation, il va y avoir cette variation des mitochondries. On peut faire la même démonstration au niveau des chromosomes chez les hommes. Et donc, ces différenciations n'établissent aucune hiérarchie, mais montrent qu'en réalité, nous sommes les mêmes. Si on enlève notre peau, les êtres humains peuvent échanger leurs organes dans des opérations. Il n'y a aucune raison d'avoir une hiérarchie. Donc ça, c'est vraiment la première contribution très très importante de Cheikh Anta Diop. La deuxième, c'est sur la question des civilisations. C'est de dire, l'Afrique a été non seulement l'endroit par lequel les civilisations se mettent en place. Donc la civilisation, c'est quand les sociétés apprennent à socialiser, à vivre ensemble, d'abord au début à chercher les plantes, à chercher le gibier ensemble, puis petit à petit à apprendre à créer du surplus, ça veut dire à stocker de la nourriture, à domestiquer les plantes, et petit à petit à dépasser la domestication par l'agriculture. Et donc l'agriculture a toujours été considérée dans le Moyen-Orient, alors que l'Afrique était un foyer de l'agriculture. À partir du moment où l'agriculture se fait, donc on peut créer du surplus. Et quand on crée du surplus, il y a donc des gens qui peuvent ne pas vivre de l'agriculture, faire autre chose. Par exemple, faire de la bijouterie, faire du fer, faire de la charpenterie, etc. Donc, une division sociale du travail. Et donc, les premières civilisations vont exister dans les endroits où il y a de grands fleuves, où il y a du limon, donc ce qui rend la terre très fertile. Et là, ces premières formes d'agriculture vont donner naissance à des grandes civilisations. Et dans le cas de l'Afrique, à partir de la zone de l'Éthiopie et du Soudan d'aujourd'hui, jusqu'au nord de l'Égypte, va naître une civilisation qu'on appelle la civilisation kémite, qui est une civilisation extraordinaire dans la mesure où, d'une part, elle va contribuer à tous les éléments de la modernité que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va développer à partir de l'agriculture la géométrie pour calculer lorsque le Nil, qui est le grand fleuve, s'étend et qui laisse déposer sur ces terres la fertilité du sol. Ils vont commencer à développer l'arpentage, le calcul des sols, puis ensuite vont commencer à faire les constructions et vont développer les mathématiques, qui étaient donc un des grands savoirs, vont regarder les étoiles et voir la régularité du flux des étoiles, la concomitance entre ces étoiles et le fleuve qui se répand. Et c'est par exemple une grande étoile qui est plus grande que notre Soleil, qui s'appelle Sirius. Et les kémites vont faire de cette étoile la base de leur calendrier sidéral. Et c'est ce calendrier de 1450-600 qui est vraiment la base du calendrier, qui était extrêmement difficile à calculer, que seuls les Égyptiens connaissaient et que les Dogons plus tard vont connaître et qu'aucun peuple au monde ne connaissait. Et cette connaissance des Égyptiens vont la développer dans leur conception du vivre ensemble, parce qu'ils avaient une déesse qui s'appelait la Maat, qui était donc la déesse de l'équilibre. C'était l'équilibre de l'univers, l'équilibre de soi, l'individu, dans sa vie, et l'équilibre entre les gens. Et ça, c'était basé sur l'intégrité. Et donc, ils avaient une idée que sur Terre, cette intégrité devait fonctionner pour que tout fonctionne bien et qui permette une stabilité, et que dans l'au-delà, donc dans l'idée de l'enfer et du paradis,
votre atome de bien ou de mal que vous allez faire sera jugé. Donc ils vont créer l'idée de l'enfer et du paradis, l'idée de différentes divinités, et sous Akhenaton, qui est un des pharaons, ils vont créer l'idée du monothéisme. Le monothéisme, l'idée qu'il y a un seul Dieu. Et les Juifs qui étaient là vont appeler Akhenaton Abraham, et c'est comme ça qu'en fait commence la judaïté, et plus tard les chrétiens, qui sont en fait des Juifs dissidents, et beaucoup plus tard les musulmans. Donc l'idée du monothéisme vient aussi de ces sociétés pharaoniques. Et ces sociétés pharaoniques vont développer donc la médecine. Donc par exemple, ils réussissaient avec une croyance de leur époque que lorsqu'on mourait, il fallait qu'on sauve nos organes. Donc ils prenaient le cœur, qu'ils mettaient dans un canop, une sorte de vase, ils prenaient le foie, les intestins, qu'ils séparaient, et là ils extrayaient le sang et ils procédaient par un processus de dessiccation. Donc le corps était plongé dans du natron comme du sel et le corps séchait, et quand il séchait, il devenait toujours la même peau mais complètement sans muscle, sans chair qu'on voyait, et on l'enveloppait de bandages avec l'idée que plus tard, lorsque on va pouvoir les ressusciter, si on le mettait dans l'eau, les organes reprendraient leur forme, parce que l'être est fait d'eau, finalement, ils avaient compris que l'être humain était fait d'eau, et que son organe allait se reconstituer, et qu'il pouvait remettre le cœur, le foie, etc. Malheureusement, ils sortaient le cerveau par le nez, parce qu'ils voulaient pas casser la boîte crânienne, et ils extrayaient le cerveau par le nez, ce qui obligeait de briser le cerveau, ce qui probablement, techniquement, serait très difficile à reconstituer, mais on ne sait jamais, leur croyance était très avancée. Et au moment où je vous parle, nous sommes incapables de construire les choses que ces Égyptiens avaient fait. C'est-à-dire les pyramides, par exemple, ce sont des chefs-d'œuvre, ce sont des bâtiments beaucoup plus grands que toutes ces enceintes réunies et qui s'en vont jusqu'à 120 mètres au-dessus du ciel, avec des techniques de construction, des techniques de bétonisation, sans machine, juste avec le calcul de leur cerveau. Et donc, les Grecs, qui étaient les contemporains de l'époque, sont tous venus étudier en Égypte. Et donc, Hippocrate, Thalès, Archimède, tous ces gens, de toutes les générations, sur au moins 500 à 600 ans, sont venus étudier en Égypte. Et donc, Cheikh Anta Diop comprend avec d'autres que ce que l'Occident considère comme étant important est en fait une longue construction théorique qui cache l'apport des Chinois, des Indiens, des Arabes en Europe, mais encore beaucoup plus grave, cache toute la période antique qui est la période africaine. Et donc, il commence dans ses travaux, très tôt dans sa thèse de doctorat et plus tard, à démontrer l'origine africaine de cette grande civilisation qui est la civilisation égyptienne, kémite, qui évidemment va avoir dans la portion du Soudan aussi une civilisation similaire qui va donner Aksum, Napata, mais il y a aussi d'autres civilisations qui vont venir beaucoup plus tard, qui sont le Monomotapa, l'empire du Ghana, dans lequel le Sénégal était inséré, et qui va arriver beaucoup plus tard lorsque l'Égypte s'est écroulée. Et l'Égypte s'écroule parce qu'en réalité, il y a un système d'éducation qui n'est plus transmis, il y a des rivalités qui sont entretenues dans la société. Mais on peut dire que cette société égyptienne qui fascine Cheikh Anta Diop, c'est la seule société au monde qui va exister pendant plus de 3000 ans. Donc 3000 ans de stabilité, à part quelques événements, un grand système où les monarchies qui existaient, qui pouvaient être de structure matrilinéaire, vont avoir des modèles exactement comme les nôtres, le totémisme, le système de caste tel que nous l'avons aujourd'hui, l'organisation du travail, les systèmes d'impôts, la démocratie. Et donc vraiment, ils vont étudier tous ces systèmes anthropologiquement pour essayer de comprendre maintenant nos langues, nos façons de faire, mais en fait, elles viennent de là. Et donc, ils commencent à faire une sorte de grande architecture pour comprendre, mais d'où vient l'africanité? Qu'est-ce qui fait que nous sommes africains? Et relier cette africanité à cette société qu'on considérait sémite. Donc, pour vous, à l'école, c'est très important qu'on vous apprenne que votre africanité, le fait que nous avons une conception vitaliste, que nous avons une vision animiste du monde, que nous avons une sorte de refus de l'angoisse du lendemain, qu'on a un optimisme assez surprenant qu'on ne comprend pas ailleurs en Orient, en Occident, vient en fait de cette africanité qui remonte à très très longtemps. Et donc, il va faire partie de ceux qui vont essayer de reconstituer cette africanité des premières civilisations et va démontrer effectivement que cette modernité, elle existait déjà à travers toute une approche multidisciplinaire. Et c'est pourquoi j'insiste pour dire que le legs le plus important pour vous, c'est que c'est pas seulement une sorte de narcissisme là, on est les meilleurs, on est les noirs, etc. Non, c'était pas ça du tout, vraiment pas du tout. C'était la démonstration que les sociétés africaines avaient contribué au savoir, que ce savoir avait été caché par les sociétés avancées et qu'il fallait reconnaître ce legs. Et pourquoi fallait-il faire ça?
parce qu'il fallait aller vers le panafricanisme. Il fallait aller pour la construction d'un seul État où tous les Africaines et les Africains seraient les mêmes. Et la première des choses, c'est que les jeunes doivent étudier pour 10 jeunes. Parce que les jeunes sont l'avenir de ce pays étant l'Afrique. Et donc, il fallait sortir du dispositif néocolonial, briser les éléments de domination de l'extérieur et être conscient de notre force pour pouvoir justement construire ce panafricanisme. Et pour ça, il fallait connaître nos systèmes politiques. Et donc là, il va faire un travail d'explication de comment nos systèmes politiques fonctionnaient, comment fonctionnait l'Empire du Ghana, comment fonctionnait l'Empire du Mali. Il va expliquer la plasticité de nos langues, comment nos langues sont capables à être scientifiques. Il va faire donc des tentatives d'expliquer la théorie de la relativité, des œuvres de littérature, des œuvres de théâtre qui sont connues. Vous avez compris que cet hommage, quand nous le faisons, c'est parce que ce personnage-là était multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'il a touché à plusieurs disciplines. Et donc nous, lorsque nous avons 14 ans, lorsque nous avons vos âges, nous sommes fascinés par le caractère holistique, donc le fait qu'il connaissait beaucoup de choses, et nous avons considéré qu'il fallait apprendre à faire comme lui. Et donc, c'est un peu pour cela que nous sommes venus vous parler en vous disant qu'en vous, en chacun de vous, existe un Cheikh Anta Diop qu'il faut développer, qu'il faut essayer de faire à vous épanouissant, en ne laissant pas seulement le simple apprentissage sur vos téléphones cellulaires puis les télénouvelles, vraiment d'apprendre, de vous inscrire au centre culturel, de lire, de comprendre votre potentiel, de croire en vous et le faire pour que vous ayez aussi des enfants qui soient libres, épanouis. Et pour ça, nous allons ensemble pouvoir construire cette Afrique pour laquelle il avait rêvé. Et cette Afrique, elle est possible. C'est une Afrique très différente de celle que vous voyez aujourd'hui. Une Afrique qui est différente parce que nous serions souverains, nous serons maîtres de nos ressources. Être maître de nos ressources, ça veut dire que nous sommes propriétaires de nos matières premières. Nous pouvons maintenant en disposer, nous pouvons investir dans l'éducation, dans la santé. Nous pouvons empêcher ceux qui volent l'argent du pays, parce que ceux qui volent l'argent du pays, ce qu'ils font, c'est qu'ils se construisent des maisons, ils mettent ça dans leur poche, ils empêchent que les hôpitaux soient construits, et ça, vous avez ça dans toute l'Afrique. Ils font ça en toute impunité. L'impunité, c'est quoi? C'est quand tu es au-dessus des lois. Tu considères que les lois sont pas pour toi. C'est pour ça que vous voyez, moi, j'ai défendu Thomas Sankara, qui était un homme qui pensait comme ce que je viens de vous dire, qui a été tué, et il fallait qu'on lutte pour qu'on lui donne ses droits. Et pendant 25 ans, mes avocats ont essayé de lutter, et nous avons gagné le 6 avril dernier en condamnant celui qui l'a tué, Blaise Compaoré et les autres. Donc, les Blaise Compaoré et tous ces gens, voilà, merci. Et donc, tous ces gens-là sont les gens qui empêchent et qui ont empêché Cheikh Anta Diop de pouvoir vraiment s'épanouir. Donc, on lui a mis les bâtons dans les roues, on l'a empêché de s'épanouir, et malgré ça, il a travaillé. Même dans l'université où il était, il avait donné un petit rôle. Aujourd'hui, cette université porte son nom, mais jusqu'à présent, ses enseignements ne sont pas prodigués dans ces universités, alors que nous-mêmes, nous les enseignons dans les universités à l'extérieur. Donc, c'est très important de ne pas déifier Cheikh Anta Diop. C'est un homme comme nous, qui a fait des efforts. C'est important de le comprendre, c'est important de savoir pourquoi il a fait ce travail. Il l'a fait pour vous. Il l'a fait pour que vous soyez éveillés, et il a dit que chacun d'entre vous doit essayer de travailler au maximum, pas seulement pour lui, pour tous les autres qui ne peuvent pas travailler, pour tous les autres qui ne peuvent pas avoir de l'eau propre, pour tous les autres qui ne peuvent pas se soigner. Et à ce moment-là, vous allez être des gens qui vont être enfin utiles. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'Afrique, pas ce que l'Afrique peut faire pour vous. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça que Cheikh Anta Diop a fait ce travail. Et c'est pour ça que je suis venu vous en parler. Je pourrais bien sûr vous en parler longuement, même jusqu'à minuit. Mais je vais laisser Awa qui va en parler mieux que moi. Merci. Je remercie les gens qui m'ont invité ici. À commencer par Moustapha Diop, qui a fait les liens, qui a établi les contacts. Je remercie aussi Patricia Diagne qui nous a accueillis ici, qui nous a présenté donc le centre culturel, la fondation Sokosim et l'autre association sportive. Tandis Mandela disait que le sport est unificateur. Donc c'est très bien qu'on mette éducation et sport et culture. C'est quelque chose de très très important. Vous allez bien les jeunes? De quelle classe vous êtes? Hein? Troisième. Ah oh. Hein? Quatrième. Donc entre quatrième et troisième. Et des premières. Et les premières. Il y a des terminales. D'accord. Donc, très bien.
Je crois que Cheikh Anta serait très très heureux de cette conférence, de cette présence de la jeunesse, parce que ce qui l'intéressait au plus haut, c'était la jeunesse. Qui a déjà entendu parler de Cheikh Anta Diop ici? Vous levez la main. Vous n'avez pas entendu, vous n'avez jamais entendu parler de Cheikh Anta Diop? Si? Alors pourquoi vous n'avez pas levé la main? Vous connaissez l'université Cheikh Anta Diop? Ah, parfait. Donc vous connaissez un peu, au moins le nom de Cheikh Anta Diop, n'est-ce pas? Alors, soyez les bienvenus. Je suis très très contente d'être devant un public jeune, vraiment. Parce que, comme a dit professeur Fall, c'est sur vous que Cheikh Anta comptait. Il disait qu'en chacun de vous, il y a un bâtisseur de société. Vous êtes le futur de demain, le futur de l'Afrique. Mais la fondation pose un gros problème parce que le titre, c'est simplement Cheikh Anta Diop. Mais quelle vaste thématique! Parce que, voilà. Parce que Cheikh Anta Diop, comme a dit le professeur Fall, est un homme multidimensionnel. Et Léopold Sédar Senghor disait que certains noms ont le poids d'un manifeste. Ont le poids d'un manifeste. Et le nom de Cheikh Anta a le poids non pas d'un manifeste, mais de plusieurs manifestes superposés. Parce que Cheikh Anta, moi quand j'ai voulu écrire ce livre, L'humain derrière le savant, il fallait que je passe à travers, que je fasse des investigations, c'est-à-dire des recherches. Et j'ai trouvé Cheikh Anta le militant panafricaniste. J'ai trouvé Cheikh Anta le politique. Cheikh Anta l'historien égyptologue. Cheikh Anta le spécialiste en sciences humaines. C'est dire que le legs, c'est-à-dire l'héritage que Cheikh Anta a laissé à la postérité, c'est-à-dire à la jeunesse, à vous, à nous, à vous encore plus, génération présente et future, est un legs vraiment immense. C'est un legs immense, multiculturel, parce que ce legs est autant scientifique, comme l'a montré professeur Fall, allant de la science nucléaire à la science atomique au carbone 14. Cheikh a laissé aussi un legs en sciences humaines, c'est-à-dire allant de la sociologie, anthropologie à la linguistique, en passant par la culture et l'histoire. Un legs en sciences environnementales. Et chacune de ces dimensions est une source intarissable d'enseignement, d'inspiration et de modèles à suivre. Certes, nous faisons beaucoup d'éloges à Cheikh Anta. D'ailleurs, il a reçu aussi bien de son vivant et surtout après sa mort, beaucoup de distinctions, c'est-à-dire des prix, des médailles. Au moment où on déboulonnait des statues, sa statue a été élevée en plein cœur de l'université qui porte maintenant son nom et dans lequel on l'avait empêché pendant 21 ans d'enseigner. Il était presque marginalisé dans son laboratoire carbone 14 qu'il a construit de ses mains avec les ouvriers de la Médina. Mais justement du fait qu'il était revenu pour éduquer la jeunesse africaine, parce qu'en ce moment, l'université de Dakar, c'était pas seulement une université des Sénégalais, c'était une université africaine. Beaucoup de pays, pratiquement de toute la sous-région, les étudiants venaient apprendre à Dakar. En ce moment, il n'y avait pas d'université ailleurs, et surtout en Afrique subsaharienne. Et beaucoup, les Ivoiriens, les Béninois, les Maliens, etc., venaient étudier à l'université de Dakar. Et même les Nord-Africains, c'est-à-dire les Marocains, les Tunisiens et quelques Algériens venaient étudier ici. Donc, quand Cheikh a obtenu son doctorat d'État, ça peut être toute une histoire parce que c'est extrêmement difficile de parler Cheikh Anta Diop, parce que compte tenu des différentes dimensions qui le composent, on pourrait parler juste de Cheikh Anta de l'école primaire jusqu'au moment où il est devenu étudiant et qu'il est allé en France. Je vous dirais qu'il contestait tellement ses professeurs
parce que quand il suivait le cours, comme il m'a raconté un jour, il allait raconter ça à sa grand-mère. Et puis sa grand-mère disait, dañuy fen rek du noonu. Et puis lui aussi, la grand-mère lui racontait, et le lendemain, ou dès qu'il a le cours avec le professeur, il disait, non, vous avez dit ça, mais c'est pas comme ça. Alors, parce qu'il a fait l'école primaire à Diourbel, il est venu au lycée Van Vollenhoven, actuel lycée Lamine Gueye, je crois, et il a été envoyé du lycée Van Vollenhoven au lycée Saint-Louis. Mais il continuait la même attitude de contester des choses ignobles qu'on disait sur l'histoire africaine et sur les Africains. Alors, on l'a retourné à l'envoyeur, c'est-à-dire il est revenu au lycée Van Vollenhoven, mais il continuait toujours et on l'a renvoyé de tous les lycées du Sénégal. On dit ce petit nègre-là qui fatigue. Parce qu'en ce moment, comme disait le professeur Fall, c'était les Blancs, les Français qui enseignaient dans ces lycées-là. L'enseignement du Sénégal, de l'Afrique de l'Ouest, de là qu'on appelait AOF, était contrôlé par les Français. Alors, ce jeune Africain qui remettait en question ce que disaient les professeurs, on n'en pouvait plus, on l'a renvoyé de tous les lycées du Sénégal. Et c'est grâce à des cours du soir auxquels l'avait inscrit sa maman, Sokhna Maguette, qui est une grande dame, qui a été un roc pour Cheikh Anta, qu'il a été candidat libre au bac. Et en une session, il a passé le premier bac, c'est-à-dire le bac de sciences, parce que il se destinait aux mathématiques. Il a eu le bac en mathématiques, n'est-ce pas? Et le mois de juin, et le mois d'octobre, il passe le bac en sciences, en lettres. Et donc, il obtient 2 bacs en un seul coup. Et ça a tellement impressionné la mairie de Dakar, et sous Lamine Gueye, dans les temps, et qu'on lui a donné une bourse pour aller en France. Alors, il est allé en France, mais là aussi, je pourrais vous dire qu'il n'est pas resté tranquille, jusqu'au moment où on lui a coupé sa bourse d'ailleurs. Et c'est grâce à Gaïndé Fatma, son cousin, son ami, qu'il a pu continuer ses études et revenir avec un doctorat. Alors, quand il a eu son doctorat, il aurait pu rester en Occident. Parce que ces gens-là savaient que lui, Cheikh Anta, c'était un grand savant. Il a eu toutes sortes de propositions de postes par les Américains, par les Russes, par les anglophones, etc., la France. Mais il a dit, je rentre dans mon pays, former cette jeunesse africaine qui est à l'université de Dakar. N'est-ce pas? Mais quand il est arrivé, on n'a pas accepté qu'il enseigne. Parce qu'il avait en main un outil extrêmement dangereux. Parce qu'il y avait un édifice de savoir sur lequel avait bâti l'Occident et sur des faussetés. De dire que l'Égypte qui avait produit beaucoup de sciences, etc., au point que les Grecs allaient instruire là-bas. Comme nous, aujourd'hui, on va en France ou aux États-Unis ou au Canada pour étudier. Les Grecs, les grands savants grecs dont vous entendez parler, les Platon, les Archimède, Socrate a passé 20 ans en Égypte, Platon, 14 ans, etc., Thalès, et bon, comme Thalès par exemple, le Pythagore, qui parle du théorème de Pythagore, alors que le théorème de Pythagore, 3000 ans avant Jésus-Christ, 1300 ans avant Jésus-Christ, était sur les papyrus égyptiens. Donc comment peux-tu dire que 1300 ans après, tu viens, tu dis que ça c'est un théorème que tu as créé. Donc ça veut dire qu'il y avait un pillage intellectuel et il y avait ce que Cheikh Anta appelle la falsification de l'histoire, que vous a démontré tout à l'heure le professeur Fall, de montrer que l'Égypte était blanche, que toutes les sciences venaient de là, et c'est ça que Cheikh Anta a détruit comme fausseté, en disant que le fait de dire ça, est un crime contre l'humanité. Parce qu'on a établi des races alors qu'il y avait une seule race humaine qui est sortie de l'Afrique, et c'est par transformation, adaptation que les autres, même récemment, comme il a dit, l'ancêtre des anglophones il a été démontré que c'était un Africain. C'est ce qu'on appelle l'homme cédar. N'est-ce pas? Et donc,
au niveau scientifique, Cheikh Anta a énormément contribué. Au niveau politique également, c'est quand il est arrivé, il a créé le BMS, le Bloc des masses sénégalais, qui a été dissous au bout de que Senghor a dissous, parce que Senghor, c'était le gardien du temple colonial. Il était là pour les colonialistes. Il surveillait le Sénégal mieux que ça, l'Afrique de l'Ouest, pour les intérêts des Français, n'est-ce pas? Et il a dissous le parti de Cheikh Anta, le BMS, et Cheikh Anta en a créé encore un autre qui s'appelle le Front National Sénégalais, le FNS. Celui-là n'a même pas eu une année, il a encore dissous. Et après, il y a eu la crise. Il faudrait que vous sachiez votre histoire avec Mamadou Dia qui a été arrêté en 62, justement parce que Mamadou Dia mettait le Sénégal sur la voie d'un développement partant de la base, c'est-à-dire qu'il coupait avec la politique coloniale de développement qui nous menait nulle part. D'ailleurs, on le sait, au bout de 60 ans, on est encore là à tourner en rond parce que justement, on n'a pas pris la bonne voie de développement. Et quand Mamadou Dia a essayé de le faire, on a créé des conflits entre lui et Senghor, au point que Senghor l'a arrêté, l'a amené à Kédougou avec d'autres grands ministres, de grands intellectuels, au point que Mamadou Dia, quand il est sorti, il avait déjà perdu la vie. Donc, comme je dis souvent, Cheikh Anta nous a coupé 2 bras, du moins Senghor nous a coupé 2 bras, un bras intellectuel qui était Cheikh Anta Diop et un bras de développement qui était Mamadou Dia, n'est-ce pas? Et Cheikh Anta, donc l'apport de Cheikh Anta en matière scientifique sur le plan intellectuel est extrêmement important. Mais moi, on m'a invité à partir de Montréal pour aller à Atlanta, parce qu'il était passé à Atlanta en 1985. Il avait reçu le doctorat honoris causa, on l'avait même décrété le 4 avril, journée Cheikh Anta Diop Day, n'est-ce pas? Et ils ont voulu revisiter l'héritage de Cheikh Anta Diop. Et quand ils ont appris qu'il y avait une disciple de Cheikh Anta qui était à Montréal, qui a eu la chance de le côtoyer pendant près de 10 années, en tant que militante dans son parti, le Rassemblement National Démocratique, qu'il créera plus tard, c'est-à-dire après avoir attendu que Mamadou Dia sorte de la prison, 12 ans, c'est-à-dire en 1976, parti Rassemblement National Démocratique RND, que Senghor ne reconnaîtra jamais durant son régime, jusqu'à ce qu'il quitte. C'est 2 ans après, quand il a quitté, que son remplaçant, sous beaucoup de pression, a été obligé de reconnaître le RND. Mais ça n'empêchait pas que le RND avait fait beaucoup de réalisations. Donc, Cheikh Anta, c'est aussi l'homme politique, comme je vous l'ai démontré, l'homme qui a créé 3 partis politiques et qui a apporté beaucoup sur le plan des débats politiques, de la démocratie, etc., etc. Et donc, quand on m'a invité à Atlanta, les gens m'ont dit, Awa, Cheikh Anta, on connaît assez bien son œuvre. Parce qu'il a écrit 9 livres. En fait, Cheikh Anta, c'est quelqu'un qui a écrit 9 ouvrages, qui a écrit 52 articles, dont 6 en sciences politiques, 10 en sciences sociales, 12 en sciences exactes, 24 sur l'actualité politique, sans compter des centaines de conférences et d'entrevues à travers les médias, à travers le monde. Donc, cela, on peut le savoir, on le connaît ou on peut le connaître. Mais, Cheikh Anta, on aimerait savoir qui est l'humain derrière le savant. C'est-à-dire, quelle est la dimension humaine de Cheikh Anta Diop. Et je me suis rendu compte, c'est-à-dire que les demandes ont été répétées, au point que alors que moi, au début, je me disais, bon, ces anecdotes-là, ça ne mérite même pas d'être l'objet d'un article, à plus forte raison d'un livre. Mais je me suis rendu compte que ça intéressait les gens de savoir, ce grand savant, quelles étaient ses qualités, n'est-ce pas? En quoi il est porteur des valeurs africaines, des valeurs sénégalaises. Finalement, je m'y suis mise. Et ce que je vous dirais,
c'est que Cheikh Anta, sur le plan humain, c'est la grandeur dans l'humilité. Cheikh Anta, c'est un homme qui a beaucoup d'aura, qui est respecté partout à travers le monde. Aujourd'hui, il n'y a pas une université américaine qui n'a pas de département africain. Et dans ces départements africains, c'est Cheikh Anta Diop qu'on enseigne. On l'enseigne au Cameroun, on l'enseigne en Égypte, c'est l'ami des Algériens, etc., etc. Donc c'est un être mondial. Mais malgré cette aura mondiale, il est d'une humilité, merci, extraordinaire. Dans son ouvrage, La pensée politique de Cheikh Anta Diop, José de Nascimento affirme que Cheikh Anta est surtout l'homme de la pensée qui, bien avant les indépendances, avait su mettre en perspective les 12 conditions indispensables à réaliser pour reconquérir la souveraineté et les indépendances réelles des peuples et des États d'Afrique. Ce sont ces 12 conditions que la jeunesse africaine que vous êtes doit découvrir. Elle devra, ajoute-t-il, je cite toujours, permettre à la jeunesse africaine d'entrevoir enfin ce que son héritage européocentriste l'empêche d'entrevoir, à savoir les perspectives inédites et opérationnelles que leur offre l'œuvre de Cheikh Anta Diop pour organiser à nouveau les sociétés africaines comme espace de liberté politique, de prospérité matérielle, de spiritualité apaisée et de promotion des sciences et la technique. Fin de citation. Son œuvre, dit-il, avait déjà semé les graines de notre avenir moderne. Ce sont ces graines que la jeunesse africaine, surtout vous qui êtes en 4e, en 3e, en seconde, en première, c'est cela que vous devez découvrir et faire germer. C'est donc en toute confiance et toute sérénité que la jeunesse africaine et afro-descendante, c'est-à-dire ceux qui sont dans les Caraïbes, les Afro-Américains, etc., etc., peut s'approprier la pensée politique de Cheikh Anta Diop en vue de propulser enfin les sociétés africaines et de la diaspora vers un futur éminemment moderne. Croyez en vous. Le savoir est une arme massivement constructive de soi, de son environnement physique et humain, et de vos pays et de votre continent. De la même façon que Cheikh Anta s'était sacrifié pour l'Afrique, continuez ce travail-là pour qu'il y ait une Afrique avec un développement durable. Je vous remercie. Merci beaucoup à nos deux grands conférenciers. J'espère que vous avez bien suivi. Il y a des enseignements simples mais très clairs qui ont été prodigués ce soir. Et je ne vais pas revenir sur ce qu'ils ont dit. On va vous donner la parole. Ndeye Marème Diop. Ndeye Marème Diop. Je voulais savoir où est né Cheikh Anta Diop et il est né quand? Où et à quelle date, hein? Oui. D'accord, merci. El Hadj Mokhtar Diallo. El Hadj Mokhtar Diallo. Mokhtar Diallo, Je voulais interpeller le professeur Fall, qui a développé un nouvel concept que j'ai recherché sur lui. Comment en est-on passé de panafricanisme à panafricantage? Très bien. Je pense qu'il a bien reçu la question. C'est Al-Amin Cham. Al-Amin Cham. Oui, je suis bien noir. Il est bien noir. Hein? Oui. Élève ou bien? Oui, je suis élève en classe de terminale. Hein. Où ça? Lycée Abdoulaye Sadji. Lycée Abdoulaye Sadji. Okay. Bon. Ce dernier, essayez de nous... Je veux parler bien le blanc. Ce dernier, essayez de nous faire croire que l'Afrique n'a pas de civilisation. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais je voudrais juste rebondir sur un point qui intéresse beaucoup d'entre nous, parce que nous sommes des élèves, c'est-à-dire le système éducatif. J'ai entendu que Cheikh Anta Diop voulait introduire la langue Wolof dans le système pour former des grandes scientifiques. Et jusqu'à nos jours-là, l'Afrique n'arrive pas à former des grandes scientifiques qu'on espérait le voir. Voilà, merci beaucoup. Les langues nationales. Bonjour. Bonsoir. Je m'appelle Mariam Samba et je voulais poser une question. Mariam Samba, tu es en quelle classe? Seconde. En seconde, où ça? Au lycée moderne. Lycée moderne. Enchantée. Merci.
je voulais demander, avec tous les moyens qu'on a de nos jours, est-ce qu'on pourrait faire les études que le professeur Cheikh Anta Diop a fait, mais sans partir à l'étranger, le faire au Sénégal? Est-ce que nos universités nous permettent d'avoir des diplômes tels que le professeur Cheikh Anta Diop, sans demander l'aide des autres pays? Merci. Merci. On peut commencer, oui, la dernière question. Après, on va quand même commencer à répondre. Hein. Suis Beydidia. Bonsoir. Bonsoir. Suis Beydidia, lycée moderne. Beydidia, au lycée moderne, en quelle classe? Seconde. En seconde. Oui. Pourquoi l'enseignement de Cheikh Anta Diop? Remonte un peu. Pourquoi on n'enseigne pas l'histoire de Cheikh Anta Diop dans les CM et les lycées? Pourquoi est-ce que l'enseignement n'est pas encore mis en œuvre? Mis en œuvre, oui. Et pourtant, il me semble que c'était une promesse, hein? Oui, oui. Merci. Bon, une dernière question. Bon, deux dernières questions. Karimatou Simone Kanté. Karimatou Simone Kanté. Élève? En classe de 4e. D'accord. Où ça? Au CM Matarsek. CM Matarsek. On t'écoute. Je voulais savoir combien d'années Cheikh Anta Diop a pris pour apprendre tout de l'Afrique. Je voulais savoir la philosophie de Cheikh Anta Diop et son œuvre la plus importante. Quelle est son œuvre la plus importante? D'accord. Et tu es élève en classe de? 3e. 3e? Où ça? Damas. Abdoulaye Sadji. Abdoulaye Sadji. Nogay. Allez, on va répondre maintenant. Hein? On va laisser les professeurs répondre aux questions. Il y en a de nombreuses. Ah, attendez. Je dis, je suis fière des filles. Vous êtes la majorité à poser des questions. Je suis fière des garçons aussi, bien sûr. Faut pas, juste que les filles ne se laissent pas intimider, c'est bien. Parce que nous, dans notre temps, on était timides, alors on ne prenait pas la parole, laissait tout le temps aux garçons. N'est-ce pas, Aziz? Bon, il y a Ndeye Marème Diop qui demandait où est né Cheikh Anta. Cheikh Anta est né à Diourbel. Cheikh Anta Bawol Bawalla. Il est né le 29 décembre 1923. Justement, l'année prochaine, si Cheikh vivait, il allait avoir 100 ans. 1923, il est né en 1923 et l'année prochaine c'est 2023. Donc Cheikh Anta allait avoir 100 ans. Il y a une question où on demande pourquoi n'enseignez-vous pas ce que vous enseignez au Canada. Je vous dirais que Cheikh Anta est enseigné partout. Je parle sous le contrôle du professeur Aziz Fall. Cheikh Anta, moi j'ai été invité en 2016 à Philadelphie, à Temple University. J'ai trouvé des jeunes, des jeunes étudiants, 24 ans, 20 ans, etc., qui, si ils étaient nés du vivant de Cheikh Anta, ils devaient être des enfants où ils n'étaient même pas nés, parce que Cheikh est décédé quand même, ça fait 36 ans de ça. Mais chacun d'eux, dans son domaine, étudiait Cheikh Anta, essayait d'approfondir une dimension de Cheikh Anta, n'est-ce pas? Donc, Cheikh Anta est enseigné aux États-Unis. Cheikh Anta est enseigné un peu en France. Cheikh Anta est enseigné en Angleterre. Dans les Caraïbes, encore mieux, que tu ailles au Guadeloupe ou en Haïti, etc., etc. Cheikh Anta est, comme on m'avait dit à Congo-Brazza, Cheikh Anta est presque comme un dieu. N'est-ce pas? Parce que c'est un immense savant. Al-Amin Thiam dit le système éducatif des langues nationales. Merci Amin. Je vois que tu lis déjà Cheikh Anta, tu en connais bien, de montrer que l'Afrique est le berceau de l'humanité et que tout est parti de là. Justement, ce que Cheikh Anta voulait, c'est d'enseigner, que l'enseignement soit en langue nationale. Parce que comme il disait, quand vous allez à l'école, vous entrez à l'école primaire, il faut que vous appreniez A, B, C, D. Que vous apprenez que B plus A, ça fait bas. C'est-à-dire qu'il dit que le jeune Africain perd 7 années d'apprentissage du français
avant qu'on lui dise 2 et 2, 1 et 1, ça fait 2. Alors que xale bu ndaw à 5 ans boo ko waxee benn mango ak benn banane ñaata lay nekk def na laan ñaar, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment une infantilisation et un retard qu'on prend. Il faut que tu maîtrises cette langue qui t'est étrangère. Alors qu'à 6 ans, 5 ans, que tu parles en sérère, que tu parles en wolof, que tu parles en pulaar, le savoir c'est le savoir, on peut la faire passer partout. Et lui, il avait démontré, il avait fait des démonstrations, même les sciences les plus exactes, démontrer en wolof. Donc c'est possible, n'est-ce pas? C'est une question, mais c'est une question de volonté. Mariam Samba Seconde, il dit avec tous les moyens, elle demande avec tous les moyens qu'on a, peut-on apprendre ici? Bien sûr, ma chère. Parce que des spécialistes, ce que je voulais dire tantôt, c'est que chacun dans son domaine, c'est-à-dire en histoire, quelqu'un comme Boubacar Diop, Bouba Diop, est spécialiste des trucs de Cheikh Anta. En sciences, quelqu'un comme professeur Aziz Fall est spécialiste. En sociologie ou en genre, parce que, en fait, j'espère que Madame Diagne m'invitera à venir présenter la dimension femme et genre à partir de l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Il y a son fils, Cheikh Mbacké, qui est physicien nucléaire, qui maîtrise parfaitement la langue. Il y a des linguistes comme Farika. Donc, les sciences que possédait Cheikh, nous, on ne peut pas tout posséder, parce que ça, mayu yàlla la benn nit xam li yëpp jàng li yëpp ñun de benn branche rek la ñu si jàng wala ñaar bu bare ba bare wala ñett rek bu bare ba bare. Karimatou Simone Kanté, combien d'années a-t-il pris pour étudier? Karimatou, je vous dirais que Cheikh Anta est né presque savant. Et quand il est allé en France, comme je vous ai dit, il est revenu bardé de diplômes. Il a fait un certificat en chimie nucléaire, en chimie générale, un truc en linguistique, un doctorat d'état en sciences humaines, un doctorat. C'est quelqu'un de déterminé. Parce qu'à chaque fois qu'il était à une étape, il se rendait compte qu'il y avait une matière qui lui manquait pour vraiment démontrer que l'Afrique est le berceau de l'humanité et que toutes les sciences venaient des Noirs, c'est-à-dire de l'Égypte antique. On ne parle pas de l'Égypte d'aujourd'hui, dont la peau s'est blanchie. Je crois que le professeur Fall va vous expliquer un peu plus. Je crois que j'ai un peu fait le tour. Nogoy Diène, vous demandiez quoi? Nogoy? Hein? L'œuvre majeure. La philosophie de Cheikh. Son œuvre majeure, je crois que d'après moi, c'est Nation Nègre et Culture. Peut-être professeur Fall aurait un point de vue différent. Mais Nation Nègre et Culture, Aimé Césaire avait dit, c'est l'ouvrage le plus audacieux qu'un noir ait écrit. Et Hassan Dia, qui était à la FEANF, avait dit que ce livre aura le rang de la Bible ou du Coran dans le monde. Parce que c'était un ouvrage qui jetait une bombe sur les fondements de la connaissance de l'édifice, des connaissances qu'avait développé l'Europe. Et Cheikh Anta montrait que tout était faux et qu'il fallait recommencer à zéro. Et c'est après la conférence du Caire de 1974 que, quand il a battu les grands égyptologues du monde, que l'UNESCO a décidé de réécrire l'histoire de l'Afrique sur de nouvelles bases. Et c'est ici, à l'histoire générale du Sénégal, que vous devez connaître, ne serait-ce que de loin, qui a été initié par le professeur Ibader Thiam, paix à son âme. On est en train de réécrire l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'Afrique également. Merci. Alors, il reste très peu de temps, 3 minutes. Alors, comme il reste pas beaucoup de temps, on a tous... quelques questions. On a juste quelques petites minutes avant qu'on puisse se délecter de la musique du groupe Jam. Alors, moi, je vais vous dire très simplement, contrairement à beaucoup de croyances, il faut pas être complexé du fait qu'effectivement, il est surdoué.
Mais, et je répète, vous avez tous le potentiel d'être comme lui. Je crois que l'adversité qu'il avait devant lui l'a poussé à développer la chose la plus importante, qui est de développer vos connaissances générales, c'est-à-dire d'être curieux. Si vous n'êtes pas curieux ou curieuse, eh bien, il ne va rien se passer. Donc, vous devez essayer de comprendre le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui fait que les choses existent? Et là, vous allez vous rendre compte que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans la biologie, que ce soit en médecine, que ce soit en géographie, en histoire, etc., toutes les choses sont en fait liées. C'est le savoir. Et donc, le savoir, c'est quelque chose qui est infini. Et donc, quelque part, vous allez être un peu étudiant éternellement. Donc, toujours continuer à apprendre et avoir l'humilité de continuer à apprendre. Et je crois que c'est cette posture qu'il avait, avec beaucoup d'humilité, qui fait qu'il a pu développer autant de palettes. Tout ce qu'il ne connaissait pas, il l'apprenait. Et effectivement, c'est ce que nous avons essayé d'apprendre de faire. C'est-à-dire de dire, la connaissance n'est pas l'apanage de seulement les plus privilégiés. Il suffit tout simplement de jouer du coude pour pouvoir avoir accès. Et la grande différence qu'il y a entre vous et nous, c'est que nous, effectivement, il y avait un exemplaire de livre qu'on se prêtait. On se le mettait sous le ventre si le livre était interdit. Et on se le passait. Aujourd'hui, vous avez un outil redoutable, qui est l'Internet, où il y a une compilation avec des algorithmes, où vous n'avez peut-être pas la faculté de reconnaître qu'est-ce qui est vrai du faux. Et ça, c'est seulement par la connaissance que vous allez pouvoir décrypter ce qui est vrai du faux. Le média mensonge, la propagande, les fake news, etc. Et surtout, de ne pas tomber dans les diversions dans lesquelles les régimes politiques veulent vous garder. C'est-à-dire la culture et le sport, qui sont importants, mais qui sont souvent des diversions, surtout lorsque ces cultures sont des cultures rétrogrades, ou qui sont abétissantes, ou bien qui objectivisent les femmes, ou qui les dégradent. Donc c'est important de s'échapper de ça et de regarder vers les branches scientifiques et de vous ouvrir à ces perspectives. C'est donc dans cet élan-là que nous avons continué à travailler et que nous avons suivi le sillage de Cher, parce que c'est ça qu'il voulait faire, de continuer continuellement à apprendre. Et donc le panafricentrage dont vous parlez, c'est tout simplement la voie de développement du panafricanisme que nous proposons, c'est-à-dire une voie très différente, parce qu'aujourd'hui, vous avez des panafricanismes de droite, des panafricanismes progressistes. Nous nous situons dans le panafricanisme progressiste, comme Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire le groupe de Casablanca, qui voulait un développement de type autocentré, où on compte d'abord sur nos propres forces, où nous rompons avec l'impérialisme, où nous essayons de soumettre le développement à nos besoins, nos satisfactions de nos besoins essentiels, et de pouvoir être souverain en Afrique avant de pouvoir nous redéployer dans un monde qui serait un monde différent. Et donc, c'est pour ça que vous voyez, par exemple, dans différents films, si vous regardez sur YouTube, par exemple le film qui s'appelle Africom Go Home, base étrangère hors d'Afrique, nous montrons qu'il y a une recolonisation militaire pour l'accaparement de nos ressources. Si vous, votre génération, vous ne vous rendrez pas compte qu'on est en train de nous piller nos ressources, eh bien, c'est vos propres enfants que vous mettez en péril. Donc, c'est important de vous éveiller, de comprendre que votre souveraineté, c'est en fait votre éducation, votre savoir, et quand vous allez être capable de l'avoir, kenn du leen mënal dara. Xam-xam dafay nekk loo xam ne boo leen gëstu di ngeen ko xam. Tu vois, ngeen xóotal seen xam-xam, ngeen gëm seen bopp. Et c'est ça qui est vraiment important. Donc voilà pourquoi on a fait ce détour très important de venir ici à cette fondation, de discuter avec vous, d'avoir la chance, mais aussi de vous enrichir. Par exemple, là, vous allez écouter une musique qui est très différente du mbalakh, qui est une musique, en fait, si vous avez fait un peu de musique, c'est très simple de faire la musique. Mais quand la musique commence à être recherchée, beaucoup plus poussée, c'est un peu comme de la science. C'est une véritable science. Et c'est ce que ces gens-là vont essayer de vous montrer. Donc, qu'il y a une technicité, une dextérité, qui s'acquiert par l'apprentissage, un peu de souffrance, mais qui est extrêmement gratifiant parce que vous vous élevez. Vous ne restez pas vraiment dans les caniveaux, vous êtes dans les hauts niveaux. Et c'est pour ça que cette musique, ça fait partie des musiques des hauts niveaux. La recherche de Cheikh Anta, c'est une recherche de haut niveau. Voilà, merci beaucoup.